Le vent coupait les rues de Paris avec une froideur qui faisait marcher les gens plus vite. Tête baissée, manteau serré contre le corps. Octobre montrait déjà son visage le plus sévère, et le ciel gris semblait peser sur les toits anciens, sur les balcons en fer forgé, sur les vitrines illuminées qui tentaient de repousser la mélancolie de la saison. Les feuilles jaunies s'accumulaient sur les trottoirs, formant des tapis humides qui craquaient sous les bottes pressées. L'odeur de café chaud s'échappait des portes des bistrots, se mêlant à l'arôme de pain frais qui sortait des boulangeries à chaque minute. C'était un jour ordinaire pour la ville, mais ce ne serait pas un jour ordinaire pour Camille Moreau. Camille avait 27 ans et travaillait comme auxiliaire de ménage dans un hôpital public du 15e arrondissement. Elle se levait tous les jours à 5h30 du matin, préparait un café simple, prenait une douche rapide et enfilait l'uniforme bleu marine qui sentait toujours le désinfectant, même fraîchement lavé. Elle vivait seule dans un studio minuscule au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur, où le chauffage fonctionnait mal et la fenêtre donnait sur une cour intérieure sans lumière naturelle. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée quand elle était jeune, mais c'était la vie qu'elle avait, et elle ne se permettait pas de se plaindre. Elle prenait le métro à 6h15, toujours sur la même ligne, toujours dans la même rame, entourée de visages fatigués qui ne se regardaient jamais. L'hôpital était un univers de couloirs blancs, de lumière froide, de voix basses et de pas rapides. Camille nettoyait les chambres après les sorties, ramassait les déchets hospitaliers, récurait les sols, désinfectait les sanitaires. Personne ne la remarquait. Les médecins passaient pressés, les infirmières parlaient entre elles, les patients regardaient le plafond. Elle était invisible, et cela ne la dérangeait pas. Elle préférait ainsi. Moins de questions, moins de jugements, moins de pitié. Son service se terminait à 14h, et elle rentrait chez elle dans le même métro bondé, le corps douloureux et les pensées vides. Cet après-midi d'octobre, pourtant, Camille décida de marcher. Le froid était plus intense, mais elle avait besoin d'air, besoin de sentir quelque chose de différent, même si ce n'était que le vent glacé dans les os. Elle suivit la rue de Vaugirard, passa par la place de Catalogne, contourna des jardins où des enfants couraient avec des bonnets de laine et des gants colorés. Les magasins allumaient déjà leur lumière, anticipant la nuit qui arrivait tôt. Les vitrines exposaient des vêtements chers, des parfums importés, des bonbons emballés dans du papier brillant. Camille regardait tout cela comme on regarde une peinture dans un musée, quelque chose de beau, mais distant, inaccessible. Ce fut en tournant un coin de rue étroit, près d'une pharmacie ancienne, qu'elle vit la femme. Elle était assise par terre, adossée au mur de pierre, recroquevillée dans un manteau marron élimé, la tête couverte d'un foulard délavé. Elle était âgée, peut-être 70, peut-être 80 ans. Elle avait les mains tremblantes sur les genoux, les lèvres violacées, les yeux mi-clos. Personne ne s'arrêtait. Les gens déviaient. Certains jetaient un coup d'œil rapide et continuaient. Un ou deux lancèrent des pièces par terre, près d'elle, sans dire un mot. La femme ne réagissait pas. Elle tremblait simplement. Camille s'arrêta. Elle sentit sa poitrine se serrer. Une sensation désagréable, presque douloureuse. Elle regarda autour d'elle. La rue était animée, mais c'était comme si elle et la vieille dame étaient seules. Personne d'autre ne voyait. Personne d'autre ne s'en souciait. Elle respira profondément, sentit l'air froid brûler ses poumons, et s'approcha. Elle s'agenouilla à côté de la femme, ignorant l'humidité glacée du sol qui mouilla ses genoux. La vieille dame ouvrit les yeux lentement, effrayée, comme si elle s'attendait à un coup. « Tout va bien », murmura Camille d'une voix douce. « Je ne vais pas vous faire de mal. » La femme cligna des yeux, confuse. Camille retira sa propre écharpe, une en laine épaisse que sa grand-mère lui avait donnée des années auparavant, et l'enroula soigneusement autour du cou de la vieille dame. Puis elle retira ses gants et les plaça sur les mains tremblantes. La peau de la femme était glacée, presque sans vie. Camille sentit un nœud dans sa gorge. « Attendez ici, dit-elle doucement. Je vais vous apporter quelque chose de chaud. » Elle entra dans la boulangerie la plus proche, l'odeur de pain fraîchement cuit l'enveloppant comme une étreinte. Elle commanda un chocolat chaud et un croissant encore tiède. Elle paya avec les derniers billets qu'elle avait dans son portefeuille, l'argent qu'elle avait gardé pour le dîner de la semaine. Peu importait. Elle revint rapidement, s'agenouilla à nouveau et offrit le gobelet en carton fumant. La vieille dame le prit à deux mains, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle but lentement, les yeux embués, et une larme coula sur son visage ridé. Camille resta là, à côté d'elle,
pendant que la femme mangeait le croissant petit à petit, mâchant avec difficulté. Elle ne dit rien. Elle resta simplement. Le vent continuait de souffler. Les gens continuaient de passer, mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Quelque chose que Camille ne savait pas nommer. Quand la vieille dame eut terminé, elle regarda Camille avec une intensité étrange, les yeux clairs et profonds, et serra la main de Camille avec une force surprenante. « Merci », murmura-t-elle, la voix rauque et faible. « Que Dieu vous bénisse. » Camille sourit, aida la femme à se lever, demanda s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir la chercher. La vieille dame secoua simplement la tête, murmura quelque chose d'incompréhensible et s'éloigna lentement, boitant sur le trottoir, disparaissant dans la foule grise. Camille resta immobile, le froid mordant maintenant sa peau non protégée, sans écharpe, sans gants. Mais elle se sentait étrangement réchauffée de l'intérieur. Elle ne savait pas pourquoi, elle le sentait simplement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres histoires qui touchent le cœur. Elle rentra chez elle, les mains enfoncées dans ses poches, les doigts engourdis. Elle monta les 6 étages, entra dans le studio glacé, alluma le radiateur électrique qui faisait du bruit et sentait le brûler. Elle prépara un thé simple, s'assit sur la seule chaise qu'elle avait, et regarda par la fenêtre étroite. La nuit était déjà tombée. Paris brillait là-bas, distant, indifférent. Camille pensa à la femme, à ce regard profond, à cette poignée de main. Elle pensa à combien de personnes étaient passées et avaient ignoré. Elle pensa à quel point c'était facile de faire semblant de ne pas voir. Le lendemain matin, elle se réveilla à la même heure, fit le même café, enfila le même uniforme. Elle descendit les escaliers, prit le métro, s'assit à la même place. Mais quelque chose était différent. Elle ne savait pas quoi. C'était peut-être simplement la fatigue. Elle arriva à l'hôpital, se changea dans le vestiaire exigu, prit le chariot de ménage et commença sa routine. Il était 8 heures quand elle reçut un appel étrange. La superviseure, une femme sèche d'âge moyen qui parlait rarement aux auxiliaires, lui demanda d'aller à l'accueil principal. Immédiatement. Camille sentit son estomac se retourner. Elle avait fait quelque chose de mal. Elle allait être licenciée. Elle avait besoin de ce travail. Elle descendit les escaliers avec les jambes tremblantes, traversa le hall immense, arriva à l'accueil. Il y avait un homme là, en costume sombre impeccable, cheveux grisonnants peignés en arrière, posture droite. À côté de lui, la vieille dame d'hier. Sauf que maintenant, elle portait un manteau de laine élégant, des chaussures en cuir fin, les cheveux attachés en un chignon parfait. Elle semblait être une autre personne. Elle semblait riche. Camille sentit ses jambes trembler. Son cœur battait si fort qu'elle entendait les pulsations dans ses oreilles. L'homme en costume s'avança vers elle avec un sourire courtois, professionnel, et tendit la main. « Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix grave et posée, je suis Édouard Beaumont, assistant personnel de Madame Beaumont. Elle souhaite vous parler. » La vieille dame s'approcha lentement, les yeux brillants, et prit les mains de Camille dans les siennes. « Je vous ai cherché partout, » murmura-t-elle avec émotion. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait hier. » Camille ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regardait la femme, puis l'homme, puis la femme à nouveau. C'était bien elle. La même peau ridée, les mêmes yeux clairs, le même regard profond. Mais tout le reste était différent. Les vêtements, la posture, l'aura de dignité qui l'entourait maintenant. Madame Beaumont sourit doucement. « Je sais que vous êtes surprise. Hier, je me suis perdue. J'ai une maladie qui me fait parfois oublier où je suis, qui je suis. Je suis sortie de la maison sans que personne ne remarque. J'ai erré pendant des heures. J'avais froid, j'avais peur. Et puis vous êtes apparu. » Des larmes coulèrent sur les joues de la vieille dame. Camille sentit sa propre gorge se serrer. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. L'homme, Édouard, intervint doucement. « Mon fils dirige une grande entreprise familiale. » Madame Beaumont et sa mère. Quand elle a disparu, toute la famille était désespérée. Nous avons cherché toute la nuit. Ce matin, elle est rentrée seule, portant une écharpe et des gants qui ne lui appartenaient pas. Elle se souvenait de votre visage, de votre gentillesse. Elle voulait absolument vous retrouver. Camille secoua la tête confuse. « Ce n'était rien, murmura-t-elle. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » dit Madame Beaumont avec fermeté. « Pas n'importe qui. Des centaines de personnes sont passées à côté de moi. Personne ne s'est arrêté. Personne sauf vous. Vous m'avez donné votre chaleur, votre nourriture, votre temps. Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez rien à gagner. Et pourtant vous l'avez fait. Cela n'a pas de prix. Il existe une ressource spéciale qui peut aider à développer la clarté du cœur et la compassion. Le lien se trouve dans le commentaire fixé ou dans la description. » Édouard sortit une carte de sa poche intérieure et la tendit à Camille.
Nous aimerions vous inviter à dîner ce soir, chez nous, pour vous remercier convenablement. » Camille prit la carte d'une main tremblante. L'adresse était dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus riches de Paris. Elle n'y avait jamais mis les pieds. « Je ne sais pas si… » commença-t-elle. « S'il vous plaît, » l'interrompit Madame Beaumont. « Cela me ferait tellement plaisir. » Camille croisa le regard de la vieille dame. Ce même regard qui l'avait touché la veille. Elle hocha la tête lentement. « D'accord, je viendrai. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Camille retourna à son travail, nettoya les chambres mécaniquement, répondit aux ordres de la superviseure sans vraiment entendre. Son esprit était ailleurs, tournant en boucle autour de ce qui venait de se passer. Une famille riche, un dîner dans le 16e. Elle regarda ses mains rougies par les produits chimiques, ses ongles courts et abîmés. Elle pensa à ses vêtements, tous vieux, tous usés. Elle n'avait rien de convenable à porter pour un tel endroit. En rentrant chez elle, elle fouilla dans l'armoire étroite de son studio, sortit une robe noire simple qu'elle portait aux rares occasions formelles, la secoua pour enlever la poussière. C'était tout ce qu'elle avait. Elle prit une douche, se coiffa du mieux qu'elle put, enfila la robe, se regarda dans le petit miroir fissuré de la salle de bain. Elle avait l'air fatiguée, ordinaire, déplacée, mais c'était elle, et elle ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Elle prit le métro vers le 16e arrondissement à 18h30, comme indiqué sur la carte. Les stations défilaient, chacune semblant plus propre, plus éclairée que la précédente. Elle descendit à Trocadéro et marcha dans les rues larges bordées d'arbres, de façades en pierre blanche, de voitures luxueuses garées le long des trottoirs. Les lampadaires projetaient une lumière dorée sur le pavé humide. Il n'y avait presque personne dans les rues. Juste quelques silhouettes élégantes qui entraient et sortaient des immeubles. L'adresse correspondait à un hôtel particulier imposant, avec une grille en fer forgé et un jardin à l'avant. Camille s'arrêta devant l'entrée, le cœur battant. Elle appuya sur l'interphone d'une main tremblante. Une voix répondit immédiatement. « Mademoiselle Moreau, nous vous attendions. » La grille s'ouvrit dans un bourdonnement électrique. Elle traversa le jardin, monta les marches de marbre, et la porte principale s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Un homme en costume noir impeccable l'accueillit avec un sourire poli. « Bonsoir, mademoiselle. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle entra dans un hall gigantesque, avec un plafond haut orné de moulures dorées, un escalier en colimaçon qui montait vers les étages, des tableaux anciens sur les murs. L'odeur était celle du bois ciré, des fleurs fraîches, du luxe silencieux. Camille se sentit minuscule, déplacée, comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. L'homme la conduisit à travers un couloir jusqu'à un salon où un feu crépitait dans une cheminée en marbre. Madame Beaumont était assise dans un fauteuil près du feu, vêtue d'une robe de soie grise élégante. À côté d'elle se tenait un homme d'environ 50 ans, grand, les cheveux noirs grisonnants, le visage marqué mais beau, vêtu d'un costume sur mesure. Il se leva immédiatement en voyant Camille et s'avança vers elle avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Moreau, je suis Laurent Beaumont, le fils de Madame Beaumont. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude. » Il lui serra la main fermement, et Camille sentit dans cette poignée quelque chose de sincère, de réel. Laurent Beaumont la guida vers un fauteuil près du feu, et Madame Beaumont lui prit la main. « Je suis si heureuse que vous soyez venue, » dit-elle doucement. Le dîner fut servi dans une salle à manger immense, avec une table en bois massif dressée avec des couverts en argent, des verres en cristal, des assiettes en porcelaine fine. Camille mangea en silence, intimidée, écoutant Laurent et sa mère parler de choses qu'elle ne connaissait pas, de voyages, d'art, de projets. Mais au fil du repas, quelque chose changea. Laurent posa des questions sur sa vie, son travail, ses rêves. Il écoutait vraiment, sans condescendant, sans pitié. Madame Beaumont racontait des histoires de sa jeunesse, des moments difficiles, des pertes, des victoires. Et Camille réalisa que malgré la richesse, malgré le luxe, ils étaient humains. Ils souffraient, ils aimaient, ils cherchaient du sens, comme elle. Après le dîner, Laurent proposa de lui faire visiter la maison. Ils montèrent l'escalier en colimaçon, traversèrent des chambres immenses avec des lits à baldaquin, des bibliothèques remplies de livres anciens, des salles de bain en marbre. Tout était parfait, impeccable, froid. Laurent s'arrêta devant une fenêtre qui donnait sur Paris illuminé. De là-haut, la ville ressemblait à un tableau, à une carte postale lointaine et irréelle. « Vous savez, dit-il doucement, j'ai tout construit par moi-même. Mon père est mort quand j'avais 20 ans, et j'ai repris l'entreprise familiale alors que je ne savais rien.
J'ai travaillé jour et nuit pendant 30 ans. J'ai réussi, mais j'ai perdu tellement de choses en chemin. Il se tourna vers Camille, et elle vit dans ses yeux une tristesse profonde, une fatigue qui n'avait rien à voir avec le corps. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Un cancer. Je n'ai pas d'enfant. Ma mère est tout ce qui me reste. Quand elle a disparu hier, j'ai cru mourir. J'ai réalisé à quel point j'avais négligé les choses importantes. Le temps, l'attention, la présence. Et puis vous, une inconnue, vous lui avez offert ce que moi, son propre fils, je ne lui donne plus assez. De la gentillesse simple, de l'humanité. Camille sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas quoi dire. Laurent sourit tristement. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous accabler avec mes problèmes. C'est juste que votre geste d'hier m'a profondément touché. Il m'a rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Que l'argent, le pouvoir, rien de tout cela n'a d'importance si on oublie d'être humain. Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte, regardant la ville. Puis Laurent se racla la gorge. « J'aimerais faire quelque chose pour vous remercier. » Dites-moi ce dont vous avez besoin. N'importe quoi. Camille secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien, vraiment. Je suis heureuse d'avoir pu aider votre mère. » Mais Laurent insista. « S'il vous plaît. » Cela me ferait du bien de pouvoir donner quelque chose en retour. Camille réfléchit. Elle pensa à son studio froid, à son travail épuisant, à ses rêves abandonnés. Elle avait voulu être enseignante autrefois, mais elle n'avait pas eu les moyens de finir ses études. La vie l'avait emportée ailleurs. Peut-être, dit-elle doucement. Pourriez-vous m'aider à reprendre mes études? J'aimerais devenir enseignante. Laurent sourit, un vrai sourire cette fois, qui illumina son visage fatigué. Considérez que c'est fait. Je paierai vos études, vos livres, tout ce dont vous aurez besoin. Et vous pourrez quitter votre travail à l'hôpital dès demain si vous le souhaitez. Camille sentit les larmes monter. Non, je ne peux pas accepter. C'est trop. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Parce que je ne mérite pas tout cela. Laurent posa une main sur son épaule. Vous méritez bien plus que vous ne le pensez. Et c'est justement parce que vous refusez que je sais que je peux vous faire confiance. Si cette histoire vous touche, cliquez sur Valleux de Mai pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve. Laurent tint parole. Il paya son inscription à l'université, lui trouva un petit appartement près du campus meublé et chauffé. Camille quitta l'hôpital, quitta le studio glacé du 6e étage sans ascenseur. Elle commença les cours en janvier, avec d'autres étudiants plus jeunes qu'elle, mais cela ne la dérangeait pas. Elle étudiait avec une passion qu'elle ne se connaissait pas, absorbait chaque leçon, chaque livre, chaque discussion. C'était comme si une partie d'elle-même qui était restée endormie pendant des années se réveillait enfin. Elle rendait visite à Madame Beaumont chaque semaine. Elle prenait le thé ensemble dans le grand salon, près du feu. La vieille dame lui racontait des histoires de sa jeunesse, des souvenirs de guerre, de privation, d'amour et de perte. Elle avait vécu tant de choses, et malgré la maladie qui lui volait parfois la mémoire, elle gardait cette dignité, cette élégance intérieure qui ne s'achetait pas. Camille l'écoutait, fascinée, et comprenait que la vraie richesse n'était pas dans les murs de marbre ni dans les tableaux anciens. Elle était dans ces moments partagés, dans ces histoires transmises, dans cette connexion humaine. Laurent aussi était devenu un ami. Il l'invitait parfois à dîner, mais pas dans la grande salle à manger formelle. Dans la cuisine, autour d'une table simple avec des plats qu'il préparait lui-même. Il aimait cuisiner, disait-il. Cela le relaxait, lui rappelait une époque plus simple, avant les responsabilités, avant la solitude. Il parlait de tout, de rien, de livres, de musique, de la vie. Camille découvrait un homme différent de celui qu'elle avait imaginé. Pas un milliardaire distant et froid, juste un être humain fatigué qui cherchait du sens. Un soir de mars, alors qu'il marchait dans les jardins du Trocadéro, Laurent s'arrêta et regarda Camille avec une intensité étrange. « Je dois vous dire quelque chose. Vous avez changé ma vie. Depuis que vous êtes entré dans notre existence, tout est différent. Je me sens plus vivant, plus présent. Ma mère aussi. Elle sourit plus, elle se souvient mieux. C'est comme si votre bonté avait apporté de la lumière dans cette maison trop grande et trop vide. » Camille rougit, gênée. « Je n'ai rien fait de spécial. » « Si. Vous avez fait ce que peu de gens font. Vous avez vu, vous avez agi, sans attendre de récompense, sans calcul. C'est rare. » Ils continuèrent à marcher en silence, le vent frais de mars soufflant dans les arbres encore nus. Paris s'éveillait au printemps. Les premières fleurs apparaissaient dans les parcs, les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau. La vie reprenait, vibrante et têtue. Camille pensait à son chemin, à tout ce qui avait changé en quelques mois.
Elle qui se croyait invisible, insignifiante, découvrait qu'un simple geste de compassion pouvait transformer des vies. La sienne, celle de Laurent, celle de Madame Beaumont. Mais quelque chose la tracassait. Cette générosité, cette nouvelle vie, tout cela reposait sur un hasard, sur le fait qu'elle avait aidé la mère d'un homme riche. Et si cette femme avait été simplement une sans-abri sans famille, aurait-elle aidé pareillement? Oui, elle savait qu'elle aurait agi de la même façon. Mais personne ne l'aurait su, personne ne l'aurait récompensée. Et cela la mettait mal à l'aise, parce qu'elle réalisait que tant de gens faisaient le bien chaque jour, dans l'ombre, sans reconnaissance, sans récompense, et que le monde ne voyait pas leur lumière. Elle en parla à Laurent un soir. Il l'écouta attentivement, puis hocha la tête. « Vous avez raison. La justice du monde est imparfaite. Certains sont récompensés par hasard, d'autres jamais. Mais peut-être que notre responsabilité, à nous qui avons reçu, c'est de redistribuer, de faire en sorte que la lumière continue de circuler. » Camille réfléchit à ces mots, et une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qui allait changer toute. Camille présenta son idée à Laurent un dimanche après-midi. Ils étaient assis dans le jardin de l'hôtel particulier, sous un cerisier qui commençait à fleurir. Les pétales roses tombaient doucement, portés par le vent tiède. « Je voudrais créer une fondation, dit-elle, pour aider les gens invisibles, ceux qui font le bien chaque jour sans que personne ne voie. Les auxiliaires de ménage, les éboueurs, les caissières, les aides-soignants, tous ceux qui tiennent la société debout, mais qu'on ne regarde jamais. » Laurent la regarda avec surprise, puis un sourire se dessina sur son visage. « C'est une magnifique idée. Comment puis-je aider ?» Ils travaillèrent ensemble pendant des mois. Laurent mobilisa ses ressources, ses contacts, son expertise financière. Camille apporta son expérience, sa connaissance du terrain, sa compréhension profonde de ce que signifiait être invisible. Ils créèrent la Fondation Lumière, dédiée à offrir des bourses d'études, des formations professionnelles, des soutiens financiers aux travailleurs précaires qui souhaitaient changer de vie. L'argent ne venait pas seulement de Laurent. Ils organisèrent des événements, sollicitèrent des donateurs, créèrent un réseau de bénévoles. L'idée touchait les gens. Beaucoup voulaient aider. La première cérémonie de remise des bourses eut lieu en septembre dans la grande salle de réception de l'hôtel particulier. 20 personnes étaient présentes. 20 vies sur le point de changer. Des femmes de ménage qui rêvaient de devenir infirmières. Des livreurs qui voulaient ouvrir leur propre commerce. Des aides à domicile qui souhaitaient étudier la psychologie. Camille les regarda un par un, vit dans leurs yeux la même lueur qu'elle avait eue. L'espoir, la possibilité, la dignité retrouvée. Elle prit la parole, la voix tremblante d'émotion. « Vous n'êtes pas invisible. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la lumière qui permet au monde de continuer de tourner. Et aujourd'hui, nous voulons simplement vous rendre un peu de cette lumière. Si cette histoire touche votre cœur, cliquez sur Valleux de Mai pour qu'elle atteigne plus de personnes. » L'applaudissement qui suivit résonna longtemps dans la salle. Madame Beaumont, assise au premier rang, pleurait doucement. Laurent se tenait à côté de Camille, et elle sentit sa main serrer brièvement son épaule. Un geste simple mais chargé de sens. Ils avaient construit quelque chose ensemble. Quelque chose de réel, de tangible, de bon. Et cela avait commencé avec un chocolat chaud offert à une vieille dame dans le froid. Mais tout n'était pas simple. Certains critiquaient la fondation, disaient qu'elle ne changeait rien aux structures profondes d'injustice, qu'elle n'était qu'un pansement sur une plaie béante. Camille entendait ces voix, et parfois elle la tenait éveillée la nuit. Avait-il raison? Était-ce suffisant? Laurent, lui, était plus pragmatique. On ne peut pas changer le monde entier, disait-il. Mais on peut changer quelques vies, et ces vies changeront peut-être d'autres vies. C'est comme ça que les choses bougent. Petit à petit, Camille voulait le croire, mais elle se souvenait aussi de toutes ces personnes qu'elle avait côtoyées à l'hôpital, de tous ces visages fatigués dans le métro, de toutes ces existences qui s'écoulaient dans l'ombre, sans que personne ne tende la main. La Fondation aidait 20 personnes par an, peut-être 50 dans quelques années, mais combien restaient invisibles? Combien mouraient sans avoir eu leur chance? Cette pensée la hantait. Elle en parla à Madame Beaumont lors d'une de leurs visites hebdomadaires. La vieille dame l'écouta en silence, puis posa sa tasse de thé avec un soupir. « Ma chère enfant, dit-elle doucement, vous portez le poids du monde sur vos épaules, mais vous n'êtes pas responsable de toute la souffrance de l'humanité. Vous avez fait quelque chose de beau. Vous avez transformé votre propre douleur en lumière pour les autres. C'est déjà énorme. Ne laissez pas la culpabilité vous voler votre joie. » Camille sentit les larmes monter. « Comment faites-vous pour rester sereine, malgré tout ce que vous avez vécu ?» Madame Beaumont sourit.
J'ai appris que la vie est courte, qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais qu'on peut aimer ceux qui sont devant nous, pleinement, intensément, et c'est déjà beaucoup. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Camille. Elle réalisa qu'elle cherchait une perfection impossible, une justice absolue qui n'existait pas, et qu'en faisant cela, elle perdait de vue ce qui était réel, concret, présent. Les 20 vies changées, les sourires des bénéficiaires, l'espoir allumé dans des cœurs éteints, c'était petit à l'échelle du monde, mais c'était immense à l'échelle de ses vies. 1 an après la création de la Fondation, Camille obtint son diplôme d'enseignante. Laurent et Madame Beaumont étaient de présents à la cérémonie, assis fièrement dans l'amphithéâtre bondé. Quand on appela son nom, Camille monta sur l'estrade, reçut son diplôme et regarda la salle. Elle pensa à celle qu'elle était 2 ans auparavant, l'auxiliaire de ménage invisible, fatiguée, résignée, et elle pensa à celle qu'elle était devenue, une enseignante, une fondatrice, une amie, une lumière, pas parfaite, mais présente, vivante, réelle. Elle commença à enseigner dans une école publique du 13e arrondissement, un quartier populaire où beaucoup d'enfants venaient de familles modestes. Elle reconnaissait dans leurs yeux ce qu'elle avait connu, l'invisibilité, le sentiment de ne pas compter. Elle se promit de voir chacun d'eux, de leur rappeler qu'ils existaient, qu'ils avaient de la valeur, qu'ils pouvaient devenir qui ils voulaient. C'était son combat quotidien, humble, discret, mais essentiel. Les mois passèrent. La fondation grandissait lentement mais sûrement. Laurent y consacrait de plus en plus de temps, déléguant une partie de ses responsabilités professionnelles. Il disait que c'était la première chose qui donnait vraiment du sens à sa vie depuis la mort de sa femme. Madame Beaumont, malgré sa maladie qui progressait, venait à chaque cérémonie, serrait la main de chaque bénéficiaire, leur murmurait des encouragements. Sa présence était comme une bénédiction silencieuse. Un soir de décembre, alors que Camille rentrait de l'école, elle reçut un appel de Laurent. Sa voix était brisée. « Ma mère est à l'hôpital. Elle a fait une chute. C'est grave. » Camille laissa tomber ses sacs, courut jusqu'à l'hôpital. Elle retrouva Laurent dans le couloir, le visage ravagé par l'inquiétude et la fatigue. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Madame Beaumont était allongée dans le lit, pâle, fragile, reliée à des machines qui bipaient doucement. Mais quand elle vit Camille, ses yeux s'illuminèrent. « Ma chère enfant, » murmura-t-elle d'une voix faible, « vous êtes venue. » Camille prit la main fragile de Madame Beaumont, sentit sous ses doigts la peau froide et parcheminée. « Bien sûr que je suis venue. Je serai toujours là pour vous. » La vieille dame sourit faiblement. « J'ai eu une vie longue. J'ai connu la guerre, la perte, la douleur, mais aussi l'amour, la beauté, la grâce. Je ne regrette rien, sauf peut-être de ne pas avoir assez dit merci à ceux qui ont illuminé ma route. » Laurent s'approcha du lit, les yeux rouges. « Maman, ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir. Tu es forte. » Madame Beaumont secoua doucement la tête. « Mon fils, j'ai 85 ans. Mon corps est fatigué. Il est temps. » Laurent étouffa un sanglot, détourna le visage. Camille sentit son propre cœur se déchirer. Elle avait perdu sa grand-mère des années auparavant, la seule famille qui lui restait. Et voilà qu'elle allait perdre cette femme qui était devenue une sorte de mère pour elle. La vie était ainsi. Elle donnait puis reprenait. Sans logique, sans justice. Juste le cycle immuable des choses. Madame Beaumont tourna son regard vers Camille. « Promettez-moi quelque chose. » Sa voix était à peine audible. Camille se pencha plus près. « Tout ce que vous voulez. Ne laissez pas mon fils s'enfermer dans sa solitude après ma mort. Il a tendance à fuir les émotions, à se réfugier dans le travail. Mais il a besoin de connexion, d'amour, de vie. Vous lui avez déjà tellement apporté. Continuez, s'il vous plaît. » Camille sentit les larmes couler sur ses joues. « Je vous le promets. » Madame Beaumont ferma les yeux, apaisée. « Merci, ma chère enfant. Merci pour tout. » Les jours suivants furent une agonie. Laurent ne quittait plus l'hôpital. Camille venait chaque soir après l'école. Restait des heures au chevet de la vieille dame. Elle parlait peu. Parfois, Madame Beaumont racontait un souvenir d'enfance. Une odeur de lilas dans le jardin de sa grand-mère. Une chanson que son père fredonnait. Parfois, elle restait silencieuse, tenant simplement la main de Camille, les yeux perdus dans un ailleurs que personne ne pouvait voir. Et puis, une nuit de décembre, elle s'en alla doucement, comme une bougie qui s'éteint, sans bruit, sans drame, juste un dernier souffle et le silence. Laurent s'effondra. Cet homme fort, puissant, habitué à contrôler tout autour de lui, se retrouva soudain démuni comme un enfant. Camille le prit dans ses bras, le laissa pleurer contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, dans cette chambre d'hôpital froide et impersonnelle,
entourés par le bip-bip des machines et les pas pressés dans les couloirs. Deux êtres humains unis par la douleur, par la perte, par cette absurdité fondamentale de l'existence qui prend ceux qu'on aime sans demander la permission. Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard, dans une église du 16e arrondissement. Il y avait beaucoup de monde. Des amis de la famille, des relations d'affaires, des employés, des bénéficiaires de la fondation, tous venus rendre hommage à une femme qui, malgré sa richesse, avait gardé son humanité, sa bonté, sa grâce. Camille prononça quelques mots, la voix tremblante. Elle raconta cette rencontre dans le froid, ce chocolat chaud partagé, ce regard qui avait tout changé. Elle raconta comment une femme perdue dans la rue lui avait enseigné le sens profond de la compassion. Et comment, parfois, c'est en sauvant les autres qu'on se sauve soi-même. Si cette histoire vous a touché le cœur, cliquez sur Val de mai pour qu'elle puisse en toucher d'autres. Après les funérailles, Laurent disparut. Il ne répondait plus au téléphone, ne venait plus aux réunions de la fondation. Camille s'inquiéta. Elle se rendit à l'hôtel particulier, sonna à plusieurs reprises. Personne. Elle insista, revint le lendemain, le surlendemain. Finalement, au bout d'une semaine, la grille s'ouvrit. Elle entra, traversa le jardin maintenant couvert de neige, monta les marches. La porte s'ouvrit. Laurent était là, amaigri, les cheveux en désordre, les yeux cernés. Il ressemblait à un fantôme. Elle entra sans demander la permission. La maison était plongée dans l'obscurité, les volets fermés, le feu éteint. Cela sentait le renfermer, l'abandon. Camille ouvrit les fenêtres, laissa entrer la lumière grise de décembre. Laurent la regardait faire sans réagir. Elle prépara du café, lui en tendit une tasse. Buvez. Il obéit mécaniquement. Puis elle s'assit à côté de lui. Vous devez continuer à vivre. Votre mère ne voudrait pas vous voir comme ça. Je sais, murmura-t-il, mais je ne sais pas comment. Elle était tout ce qui me restait. Camille prit sa main. Non. Vous avez la fondation. Vous avez tous ces gens dont vous avez changé la vie. Vous avez un but, un sens, une raison de vous lever chaque matin. Et vous m'avez, moi. Vous n'êtes pas seul. Laurent la regarda, et pour la première fois depuis des jours, quelque chose s'alluma dans ses yeux. Quelque chose comme de l'espoir. Vous resteriez ici avec moi. Pas tout le temps, mais parfois, pour m'empêcher de sombrer. Camille réfléchit. C'était une demande étrange, peut-être même inappropriée. Mais elle avait promis à Madame Beaumont de veiller sur lui, et elle tenait ses promesses. D'accord. Je viendrai dîner ici 2 fois par semaine, et vous viendrez chez moi 1 fois. On cuisinera ensemble, on parlera, on vivra. Un pas à la fois. Laurent hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Le chagrin ne disparaît pas d'un coup. Il reste là, lourd, présent, comme une ombre collée à la peau. Mais petit à petit, Laurent réapprit à sourire, à trouver du plaisir dans les petites choses. Un bon repas. Une conversation profonde. Le rire spontané d'un enfant lors d'une cérémonie de la fondation. La vie revenait lentement, timidement, comme le printemps après un hiver trop long. Un soir de février, alors qu'il dînait dans la cuisine de l'hôtel particulier, Laurent posa sa fourchette et regarda Camille intensément. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Camille se figea, le cœur battant. Elle n'avait pas vu cela venir. Ou peut-être que si, mais elle avait refusé de le voir. Laurent continua. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis plus âgé, que notre relation a commencé de façon particulière. Mais ces derniers mois, vous êtes devenu essentiel à ma vie. Pas seulement comme ami, comme quelque chose de plus profond. » Camille ne savait pas quoi dire. Elle avait de l'affection pour Laurent, c'était certain, mais de l'amour, elle n'était pas sûre. Peut-être, ou peut-être pas. Les émotions étaient confuses, mêlées de gratitude, de compassion, de tendresse. Était-ce suffisant pour construire quelque chose? Laurent vit son hésitation. Ne répondez pas maintenant. Prenez le temps. Je ne veux pas vous brusquer. Je voulais juste être honnête. Camille hocha la tête, soulagée. Merci. J'ai besoin de réfléchir. Elle rentra chez elle, troublée, passa la nuit à tourner dans son lit, à peser le pour et le contre, à écouter son cœur. Laurent était un homme bon, généreux, intelligent. Il partageait les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Mais était-ce de l'amour, ou juste de la reconnaissance pour tout ce qu'il avait fait pour elle? Elle ne voulait pas se tromper. Ne voulait pas le blesser. Ne voulait pas se mentir. Au matin, elle n'avait toujours pas de réponse, juste une certitude. Quelle que soit sa décision, elle devait être vraie, authentique, venue du cœur. 3 mois passèrent. Camille continua à voir Laurent régulièrement, mais garda une certaine distance émotionnelle.
Elle avait besoin de clarté et de certitude. Un soir d'avril, alors qu'elle marchait seule le long de la Seine, regardant les péniches amarrées et les lumières de la ville qui se reflétaient dans l'eau sombre, elle comprit soudain. Elle aimait Laurent. Pas de l'amour passionnel des films. Pas de l'amour fou qui brûle et consume. Mais un amour profond, tranquille, solide. Un amour construit sur le respect, la confiance, les valeurs partagées. Un amour qui grandissait lentement, comme un arbre qui enfonce ses racines dans la terre. Elle alla le voir le soir même. Il était dans son bureau, entouré de papiers concernant la fondation. Quand il la vit, il se leva, surpris. « Camille, tout va bien. » Elle sourit. « Oui, je voulais juste vous dire quelque chose. J'ai réfléchi à votre question. » Et la réponse est « oui. Je vous aime aussi. » Le visage de Laurent s'illumina d'une joie pure, enfantine. Il traversa la pièce, la prit dans ses bras, la serra fort. « Merci, murmura-t-il. Merci de me donner une chance. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans ce bureau silencieux, deux êtres qui avaient trouvé dans la solitude de l'autre un chemin vers la lumière. Leur relation se développa naturellement, sans précipitation. Ils apprenaient à se connaître dans l'intimité quotidienne, dans les petits gestes, les silences partagés, les rires spontanés. Laurent découvrait chez Camille une force tranquille, une sagesse née de l'adversité. Camille découvrait chez Laurent une vulnérabilité touchante, une tendresse cachée derrière les costumes sur mesure et les manières formelles. Ils s'apprivoisaient mutuellement, comme deux animaux sauvages qui apprennent à faire confiance. La fondation continuait de grandir. Elle aidait maintenant 50 personnes par an, et Laurent parlait d'étendre les activités à d'autres villes de France. Ils travaillaient ensemble sur chaque dossier, lisaient chaque candidature, rencontraient personnellement chaque bénéficiaire. C'était important pour eux de garder ce contact humain, de ne jamais devenir une institution froide et bureaucratique. La fondation devait rester ce qu'elle avait toujours été. Un pont entre les mondes, une main tendue, une lumière dans l'obscurité. Un an après la mort de Madame Beaumont, ils organisèrent une cérémonie spéciale en son honneur. Dans le jardin de l'hôtel particulier, sous le cerisier maintenant couvert de fleurs roses, ils plantèrent un rosier blanc. Tous les bénéficiaires de la fondation étaient présents, ainsi que les bénévoles, les donateurs, les amis. Laurent prononça quelques mots émouvants sur sa mère, sur son héritage de bonté et de grâce. Camille ajouta que parfois, les anges marchent parmi nous, déguisés en vieilles dames perdues dans le froid, et que notre seule responsabilité est de savoir les reconnaître. Après la cérémonie, une jeune femme s'approcha de Camille. Elle s'appelait Nadia, et elle avait été l'une des premières bénéficiaires de la fondation. Grâce à la bourse, elle avait pu finir ses études d'infirmière. Maintenant, elle travaillait dans un hôpital, celui-là même où Camille avait été auxiliaire de ménage. « Je voulais vous dire merci, » dit Nadia, les yeux brillants. « Vous avez changé ma vie. Mais plus que ça, vous m'avez rappelé que j'existais, que j'avais de la valeur. Et maintenant, chaque jour, j'essaie de transmettre cette lumière à mes patients. C'est comme ça que ça marche, non? On reçoit et puis on donne. » Camille sentit les larmes monter. « Oui, c'est exactement comme ça que ça marche. » Nadia sourit et s'éloigna. Camille la regarda partir, et dans cette silhouette menue qui traversait le jardin fleuri, elle vit toutes les vies changer, toutes les lumières rallumées, tous les chemins ouverts. Elle vit aussi sa propre transformation, de l'invisibilité à la présence, de la résignation à l'espoir, de la solitude à l'amour. Tout cela avait commencé avec un geste simple, un chocolat chaud, un cache-colle. Une présence. Laurent la rejoignit, passa un bras autour de ses épaules. « À quoi pensez-vous ? À tout, à rien, à cette étrange façon qu'a la vie de nous surprendre. Il y a 2 ans, j'étais seul, fatigué, invisible. Et maintenant, je suis ici avec vous, entouré de toutes ces personnes dont nous avons touché la vie. C'est presque irréel. » Laurent l'embrassa doucement sur le front. « Vous savez ce que ma mère m'a dit, quelques jours avant de mourir, que le bonheur n'est pas une destination. C'est juste un instant de grâce où on réalise qu'on est exactement là où on doit être. Je crois que c'est ça maintenant. Notre instant de grâce. » Si cette histoire vous a profondément touché, cliquez sur Valleux de Mai pour qu'elle puisse continuer à éclairer d'autres cœurs. Les mois suivants apportèrent encore plus de changements. Camille et Laurent se marièrent dans une petite cérémonie intime. Juste quelques amis proches et les bénéficiaires de la fondation. Pas de luxe ostentatoire, pas de faste. Juste de la simplicité et de l'authenticité. Ils prononcèrent leurs vœux sous le cerisier du jardin, au même endroit où le rosier blanc de Madame Beaumont fleurissait maintenant chaque printemps. C'était comme si la vieille dame était là, bénissant leur union, souriant de cette paix qu'elle avait trouvée dans l'au-delà.
Camille continua à enseigner. Elle n'avait aucune intention d'arrêter. Ses enfants avaient besoin d'elle, et elle avait besoin d'eux. Il lui rappelait pourquoi tout cela importait. Pourquoi il fallait continuer à se battre, jour après jour, pour un monde un peu plus juste, un peu plus humain. Laurent, de son côté, réduisit encore plus ses activités professionnelles pour se consacrer presque entièrement à la fondation. Il avait enfin trouvé ce qui donnait du sens à sa vie, et il ne voulait plus perdre un seul instant. 2 ans après leur mariage, la Fondation Lumière comptait plus de 200 bénéficiaires. Des vies transformées, des destins réorientés, des espoirs rallumés. Chaque histoire était unique, mais toutes partageaient le même fil conducteur. Quelqu'un l'avait vu, quelqu'un s'était arrêté, quelqu'un avait tendu la main, et cela avait tout changé. Camille et Laurent savaient qu'ils ne pouvaient pas sauver le monde entier, mais ils pouvaient sauver ces 200 personnes, et ces 200 personnes en sauveraient peut-être d'autres, et ainsi, la lumière continuerait de circuler. Un soir d'octobre, exactement 3 ans après cette rencontre qui avait tout déclenché, Camille marchait seule dans les rues de Paris. Le vent était froid, comme ce jour-là. Les gens se pressaient, tête baissée, indifférents. Et puis elle la vit, une femme âgée assise contre un mur, tremblante seule. Camille s'arrêta, sourit, et s'approcha. Le cycle recommençait. La lumière continuait de circuler, et quelque part dans un ailleurs que personne ne pouvait voir, Madame Beaumont souriait elle aussi. Rejoignez la famille de notre chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience de bonté qui a transformé votre vie. Ensemble, nous pouvons faire circuler la lumière.